Salut les copains, Salut, YouTube, va salut Twitch, comment ça va ce soir? Alors ce soir un petit événement un peu spécial car Cam et Rome partent à la rencontre de Arnaud Oliveux, commissaire-priseur chez Arcurial, spécialisé en art contemporain mais aussi en street art. La maison Arcurial est considérée comme l'une des trois plus belles maisons de vente aux enchères de France et elle a réussi à se distinguer notamment en prenant des risques, en ouvrant un département bande dessinée et art urbain, et elle a été fondée en 2002 par maître Hervé Poulain, maître Rémi Le Fur et maître Francis Briest. Alors ce soir on va partir à la rencontre de Arnaud Oliveux qui a été l'initiateur de ce pôle un peu spécifique qui est le pôle art urbain. Donc venez avec nous, nous allons partir à sa rencontre. On est dans sa prochaine vente qui regroupe différents secteurs. Donc là on va découvrir des pièces d'art urbain, de design, aussi ce qu'on appelle des éditions, et il y a aussi de l'art contemporain. Donc bienvenue chez Arcurial. On est en train de vérifier les derniers lots. On vient juste de terminer l'installation de cette exposition qui commence demain à 11h. Donc on était dans les derniers préparatifs. Super. Et c'est une vente qui aura lieu mardi à 11h et 14h ici chez Arcurial. Une vente dans laquelle on va trouver aussi bien des toys, des prints, des pièces originales. On a un magnifique jukebox, des flippers. Voilà, une vente un peu d'intérieur 20e, 21e siècle. Et pour imaginer un peu une décoration chez soi, on a aussi un super baby-foot de Domo et Pérez. On a voilà, plein de choses pour se faire plaisir à des prix qui commencent relativement bas. Donc on est sur des ventes avec voilà. Et c'est quoi du coup ce que tu appelles relativement bas? Relativement bas, on a des pièces qui commencent à 100 €. Avec voilà, des pièces d'artistes aussi connus que Shepard Fairey. On a des prints de Shepard qui commencent à 100 €, Cléon Peterson. On a des pièces, des multiples de Banksy. On a plein de choses. Et puis d'artistes plus classiques du XXe siècle. Là, je vois du Niki de Saint-Phal par exemple, Bram Van Velde. On a des choses comme ça. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour? Bon, on peut faire un petit tour, rapide, comme sans trop dévoiler. Voilà, juste pour voir quelques idées qu'on a. En fait, c'est des ventes dans lesquelles on se fait un peu plaisir dans la mise en scène. On aime bien faire des rapprochements. Par exemple, ici, on a fait un petit corner sur l'image un peu de la violence qu'on voit chez quelqu'un comme Shepard Fairey ou Cléon Peterson, avec aussi ce print qu'on connaît bien là, de ce mur qu'il a fait dans le 13e. C'est Marianne qui a fait beaucoup couler d'encre. Elle a été attaquée il y a quelques mois. Et c'est un print aujourd'hui qui a une cote assez importante sur le marché. Quand on l'achetait au départ en galerie, il était à 60 €. Aujourd'hui, il se négocie entre 2 et 6 000 € selon les ventes, selon les endroits. Et donc, on a mixé ça, vous voyez, avec des sièges, avec des meubles. On s'est amusé, en fait. C'est une vente sur laquelle on a pu s'amuser. Par exemple, ici, on s'est amusé avec ce bear brick Chanel qui était dans toutes les boutiques Chanel à l'époque, qui est aujourd'hui très recherché sur le marché. On a vendu le dernier il y a quelques jours dans une vente online à 15 000 €. Celui-ci est estimé entre 3 et 5 000. Et puis on l'a mis en scène, vous voyez, on s'est amusé avec des bear bricks. Je permets sur ce genre de vente de faire des rapprochements entre un certain nombre d'œuvres. Et puis c'est un peu notre vision, une vision très personnelle qu'on propose à nos collectionneurs. Et c'est des ventes qui entraînent, qui ont un beau succès. Parce qu'on peut trouver effectivement, comme je disais, des choses pas trop chères et puis des choses mélangées. J'aime bien ce côté un peu transversal. C'est une salle qui est dans qu'on a mis un peu dans la pénombre parce qu'elle est assez lumineuse avec les objets. Et on a notamment un jukebox qui est assez incroyable, qui est de 1947, qui s'appelle, il est surnommé le Mother of Plastic parce que c'est un des premiers qui a utilisé autant de pièces plastiques en fait. Et alors celui-ci, voilà, il faut s'arrêter dessus. On peut faire une petite démonstration. On va se mettre un petit Elvis Presley, Don't Be Cruel par exemple. Alors regardez, il faut regarder le mécanisme à l'intérieur qui est visible et qui est assez incroyable. On est en 47, regardez la chose. Il va venir chercher le vinyle avec son bras. Hop, tout ça visible. C'est assez magnifique. Et hop, et on est parti sur Elvis. Hop. C'est génial. On a envie de danser, non? Grave. Et dans cette salle, voilà, avec Elvis en fond. Attends, tout emmêlé avec les câbles. On emmêle dans les câbles. Voilà, on a aussi, alors là ils ne sont pas allumés, on a 2 flippers qui sont en état fonctionnel, qu'on mettra en route demain. On a un feu Walk Don't Walk, feu américain, une enseigne Shell. Donc effectivement, pas mal de choses comme ça sur la lumière. On s'est amusé aussi à faire vraiment une scénographie dans cette salle.
On a commencé hier matin à 9 h et en fait on avait fait l'essentiel hier soir, on avait fait une grande partie de l'exposition. Aujourd'hui c'était vraiment le peaufinage pour justement mettre en marche tous les appareils. Vous voyez le travail de mettre les cartels sur chaque objet, parce que là on a 359 lots dans cette vente, donc l'exposition voilà, ça va être assez intense. Alors là, c'est des mois de travail en quelque sorte. Hein. C'est difficile parce que on travaille sur plusieurs ventes en même temps dans le courant de l'année. Donc il y a des choses qu'on dirige dans différentes sessions. Là, la plupart des lots, c'est des lots sur lesquels on a commencé à travailler fin de l'année 2020, en décembre, et puis avec les différents départements. Sachant qu'en parallèle, moi je travaille sur une grosse vente aussi début juillet. Mes collègues qui travaillent sur le design, là, ils étaient sur 2 grosses vacations cette semaine. Donc en fait, on est tout le temps en train de jongler entre les ventes. Voilà, et donc il faut un petit peu de temps pour effectivement monter ces ventes, mais on a un turnover vraiment assez important dans les ventes aux enchères. On est en permanence sur le terrain. Et comment ça marche? C'est toi qui vas chercher les pièces ou tu as des collectionneurs? Il y a les 2 cas de figure. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent parce qu'effectivement ils connaissent notre actualité. On envoie régulièrement des calendriers par mail pour prévenir qu'on est en préparation de telle ou telle vente. Et on a aussi, avec l'expérience, les nombreuses années, moi ça fait 18 ans que je suis chez Arcurial, donc ça commence à avoir un peu de bouteille dans cette maison. Tu fêtes ta majorité. Exactement, ça y est, je suis majeur, exactement, ça y est, enfin. Tu vas avoir le droit de boire un petit verre alors. Ah bah oui, ça, c'est pas quelque chose qui nous fait peur pour le coup, surtout dans le monde de l'art contemporain en particulier. Mais à force de toutes ces nombreuses années d'expérience, c'est vrai qu'on se constitue des fichiers et puis des gens qui nous ont proposé des lots, des œuvres. Il y a quelques années, on va les chercher, on va s'ils ne nous ont pas confié le lot auparavant, on leur dit peut-être qu'en ce moment le marché est plutôt bon. C'est un peu plus complexe. Alors nous, dans les maisons de vente, c'est toute une actualité actuellement par rapport aux galeries. Nous, on a le droit d'accueillir du public. On est resté ouvert en respectant évidemment les normes sanitaires. Il y a des jauges à avoir dans les salles. On a une salle qui est installée pour cette vente en haut. On pourra accueillir que quelques personnes. On incite fortement les gens à être sur le live et à être au téléphone. Mais ce n'est pas une vente online. C'est ça qui est important. Et moi, c'est vrai que je suis attaché en tant que commissaire-priseur. Je suis attaché, même si les ventes online, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Moi, j'aime bien le côté animateur du commissaire-priseur. Et même si on a beaucoup de gens qui vont être derrière leur écran ou au téléphone, ce côté animateur fait que on crée de l'ambiance. Une envie Et aussi. contrairement, quand on est uniquement online, on n'a aucune, l'humain quasiment, n'a aucune, ne peut pas jouer en fait sur l'enchère en disant tiens attention ça. J'ai vu vous monsieur, passez à côté. vous étiez en train de regarder ça. Exactement, tout à l'heure, non, mais même vous passez là c'est quelque chose qui normalement vaut plus, vous passez à côté de quelque chose. Moi c'est ce que je fais en vente et en fait ça relance parfois l'enchère parce que quelqu'un est peut-être en train de passer à côté d'une œuvre. Oui, c'est exactement ça. De chef d'orchestre ou moi je compare souvent un comédien sur scène. Et une vente aux enchères, c'est comme une pièce de théâtre. Chacun a un rôle à jouer. Le commissaire-priseur est un peu le premier rôle qui anime tout ça, avec ses collaborateurs autour, et le public. Et pour que la pièce de théâtre ou la vente se passe bien, il faut que les comédiens ou les acteurs de la vente soient dedans, soient bons sur scène et puis donnent d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment important. Moi, je vois, j'ai certains confrères, quand je les vois au marteau, ça manque un peu de vie. Moi, j'aime bien, parfois peut-être en faire un peu trop, mais j'aime bien comme ça. Moi, je suis très gestuel. Je pense que c'est ce qu'on aime aussi dans les salles des ventes. J'aime bien jouer et puis au final, on joue avec les gens dans la salle. On peut faire quelques plaisanteries. On peut jouer effectivement, faire passer pas mal de choses. Oui, tout à fait. Ce qu'est le commissaire-priseur, au départ, c'est un officier ministériel. Donc, c'est une profession qui a une double casquette, c'est-à-dire elle est à la fois juridique
et elle joue évidemment sur le monde de l'art, de l'histoire de l'art. Donc pour devenir commissaire-priseur, il faut avoir ces deux casquettes, c'est-à-dire faire des études de droit et faire des études d'histoire de l'art, soit en même temps, soit l'une après l'autre. Et au départ, le commissaire-priseur en France, c'est un officier ministériel qui dépend du ministère de la Justice, il prête serment, c'est quelque chose de très solennel. Et tout ça a été réformé au début des années 2000. D'accord. Il y a une loi qui réforme. Ça faisait longtemps que les maisons de vente anglo-saxonnes, sous l'impulsion notamment de Christie's et Sotheby's, qui avaient des bureaux de représentation, ils ne pouvaient pas vendre en France, à Paris, parce qu'il y avait le monopole des commissaires-priseurs français. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment complètement révolutionné le marché de l'art ici, en France, à Paris, en France de façon générale. Parce qu'effectivement, avant, les commissaires-priseurs, officiers ministériels, avaient le monopole de toutes les ventes aux enchères en D'accord. France. Donc, les maisons de vente étrangères n'avaient Ne pouvaient rien faire. Non, ne pouvaient pas faire de vente aux enchères. Elles avaient des bureaux de représentation. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles étaient actives. Elles récupéraient des œuvres, qu'elles exportaient dans leurs bureaux de New York, Hong Kong, Londres et autres places dans lesquelles ils pouvaient vendre de façon beaucoup plus libre. Et ça, c'est depuis quand, ça? C'est depuis 2000 que ça a été D'accord. réformé et il y a eu un décret en 2001. Donc C'est assez récent, quoi. C'est assez récent, la profession a complètement changé, mais ça a aussi changé un peu les donnes du marché pour les commissaires-priseurs français aussi, changer leur fonction de fonctionner. C'est-à-dire qu'avant, les commissaires-priseurs on pouvait les comparer un peu à un notaire dans son bureau. C'est quelque chose qui était très individualiste. D'accord. Il y a encore une partie de la profession qui fonctionne comme ça. Les anciens. Mais pas forcément les Non. anciens, il y a aussi des gens plus jeunes qui ont envie de fonctionner de cette façon. Ensuite, par exemple, une maison comme Arcurial, elle a décidé de s'organiser sur le modèle anglo-saxon avec des départements spécialisés. D'accord. Moi, c'est ce que je voulais faire. Ok. C'est vraiment la vision que j'avais de cette profession, c'est-à-dire pas un commissaire-priseur classique dans l'ancienne acception en France, mais quelque chose de plus dynamique qui nous permettait justement de s'amuser à faire ça, d'être très spécialisé. Aujourd'hui, un commissaire-priseur classique va faire aussi bien de l'orfèvrerie, des tableaux modernes que du mobilier ancien. Moi ici, je touche jamais, alors que je suis généraliste au départ, je touche qu'à l'art contemporain et à l'art dit très contemporain, tout ce que j'ai développé, les cultures urbaines notamment, le monde des éditions. Donc on a vraiment organisé la maison Arcurial de façon extrêmement spécialisée avec des départements qui travaillent que sur leur secteur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rendu possible par cette réforme en D'accord. 2000. Pas d'école. Il n'y a pas d'école Il y a pour une formation, mais comme je disais, formation juridique, histoire de l'art, mais ça à l'université, à l'école du Louvre. Moi, j'étais à l'école du Louvre pour la partie histoire de l'art. Et après, en fait, on passe un examen d'accès au stage de commissaire-priseur. C'est vraiment par étapes, il y a quelque chose de très formaliste. On passe un examen d'accès au stage de commissaire-priseur. D'accord. Et pendant 2 ans, c'est pour ça que ça ressemble un peu au métier de notaire. Pendant 2 ans, en fait, on va faire un stage professionnel, mais auprès d'une maison de vente, auprès d'un commissaire-priseur, en tant que professionnel en formation. Donc ça dure, ça dure. Je me demande si ça n'a pas été allongé aujourd'hui à 3 ans. Moi, à mon époque, c'était 2 ans. Et, Ça, si tu veux, tu peux agrandir le live, là, comme ça, tu as le… Et ça permet en fait d'apprendre sur le terrain, parce que le terrain, c'est l'essentiel de ce métier. C'est pour ça que, comme je disais, il n'y a pas de formation pour être commissaire-priseur. Pour apprendre à reconnaître un objet, pour le sentir, il n'y a que la pratique du terrain, c'est mettre la main dans la poussière. J'ai l'habitude de dire, pour être un bon commissaire-priseur, il faut aimer aller faire des inventaires, aller dans les greniers, aller dans les réserves de galeries, par exemple. Moi, c'est les endroits les plus passionnants que je connaisse. Je crois que tous les collectionneurs aiment ça de toute façon. Et, voilà. Et je pense que les professionnels aussi, il faut retourner les objets, il faut les sentir, il faut les toucher. Donc ça s'apprend pas en fait. C'est quelque chose qu'on appréhende sur le tas. Le commissaire-priseur, par définition, au départ, c'est quelqu'un de généraliste. Ensuite, moi, par exemple, je n'avais pas du tout envie d'être généraliste. Et ici, on a un département inventaire avec un de mes collègues qui, lui, est généraliste. Sinon, les autres, effectivement, se spécialisent dans différentes disciplines. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés à cette idée de s'installer en tant que commissaire-priseur à Paris ou en province et d'exercer ce métier où on a des surprises en permanence.
et surtout d'aller aussi bien de passer d'un meuble 18e à un meuble design, à un objet d'art contemporain, à un dessin ancien. Moi, j'avais vraiment envie de développer ce que je fais en fait, ce qu'il y a autour, c'est-à-dire de développer plutôt des projets, développer des idées sur des créneaux de marché très précis. Donc, c'est vraiment une vision très particulière, hein. Tout le monde ne l'a pas en faisant cette profession. Il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose de beaucoup plus large. Moi, ma vision, c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite, j'ai fait ma 2e année de stage chez Arcurial, c'est parce que je voulais vraiment travailler sur le contemporain et développer, aller sur les nouvelles choses du marché. Si je n'avais pas été dans un secteur comme ça, je pense que je serais lancé sur le premier marché. Le monde de la galerie. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était de. Là, tu as un peu un rôle de commissaire d'expo en fait. Bah ouais. Il y a un côté comme ça. Moi, mais c'est aussi ce que j'aime, c'est justement mettre en scène les œuvres, créer des dialogues entre elles. Je trouve que c'est ce qu'il y a de passionnant de créer des dialogues entre des choses qui ne sont pas si évidentes. Et on peut aller encore plus loin. Moi, j'aimerais bien encore élargir ces dialogues. Je trouve qu'il y a tellement de choses à raconter autour de ça. Et surtout, prendre plaisir. Ça, c'est vraiment quelque chose moi, que je répète. Moi, j'évite d'orienter trop et on n'est pas là pour influencer les gens, on est là plutôt pour les renseigner. Mais c'est pas d'imposer notre goût. Moi, j'ai pas envie d'imposer mon goût aux uns et aux autres. Tu aurais pu avoir une vision un peu comme un galeriste où tu vois, il y a une sélection qui est faite parce que c'est toi qui le fais et que du coup… C'est plus difficile qu'un galeriste à ce niveau-là, c'est qu'en fait, nous, là, par exemple, un galeriste va montrer un ou quelques artistes dans un solo, une exposition collective. Là, on a, je ne sais plus combien d'artistes présents, mais en gros, c'est plus pas une accumulation, mais une réunion de plein de choses que d'autres gens nous confient. Nous, il y a des choses qu'on vend, qui ont un marché, qui sont des choses qui nous intéressent à titre personnel, pas forcément, mais on n'est pas là pour donner notre goût, ni dans un sens ni dans l'autre, parce que on n'est pas là pour ça. On est là pour vendre des choses qui sont déjà sur le marché. Alors, je modère avec ce que je fais effectivement dans des choses très contemporaines, où là, à un moment ou à un autre, on nous dit, mais il y a un moment, il faut effectivement introduire des artistes sur le second marché pour qu'un jour ça débute. Et là, effectivement, c'est parfois des choix, mais on essaie de rester le plus neutre possible. Il n'est pas question pour nous d'influencer au niveau des goûts. Je pense que ça, pour le coup, ce n'est pas notre travail, c'est plutôt dans le premier marché que ça doit se passer. Et c'est ce que recherchent les gens quand ils vont suivre telle ou telle ligne de galerie. Nous, la ligne, elle est quand même assez large. On présente des choses tellement diverses. C'est un panel. Visuellement, c'est un panel. C'est difficile d'avoir cette approche-là. Aujourd'hui, les rôles sont en train un petit peu de se mélanger. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça change aujourd'hui. L'opposition galerie, second marché, il n'y a pas si longtemps, on en entendait encore parler. Alors, il y a encore quelques réfractaires à ça qui vont continuer à parler de ça. Moi, ça me fatigue un peu ces débats-là parce que ce n'est pas très intéressant. Et puis, moi, en tant que grand fréquentateur, grand visiteur, exactement, je ne trouvais plus le mot, mais grand visiteur des galeries, je n'ai pas envie de rentrer dans ces débats, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, ce qu'on voit, et je pense que beaucoup de gens ont cette vision, aujourd'hui, les choses sont en train de se mélanger de plus en plus, c'est-à-dire que les galeries, et on est bien placés nous ici, à côté au rond-point des Champs-Élysées, juste à côté de l'avenue Matignon, on a vu tout récemment beaucoup de galeries qui sont en train de s'installer, et notamment pour faire du second marché. C'est annoncé en tant que tel, hein, des galeries parisiennes bien connues. Et donc, ce mélange et les rôles bien précis définis, c'est en train de casser ça. Et les maisons de vente aussi, elles font de plus en plus des choses qui ressemblent à du premier marché, c'est-à-dire la promotion. Il y a même des maisons de vente et je vois que nous, parfois, il y a des artistes qui commencent à vouloir être représentés par une maison de vente. C'est marrant. Il y a un phénomène qui commence à se mettre en place. Ah oui, vous allez voir, les choses vont beaucoup changer dans les années à venir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les maisons de vente ont des moyens très importants aujourd'hui. Dans la communication, dans la communication, dans le travail du digital. Quand on voit aussi pendant le confinement ce qu'ont développé nos confrères anglo-saxons en termes de médiatisation de vente, etc. Ils ont des moyens très importants pour faire ça et c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire. Donc il y a un mélange des genres
Et je pense qu'il y a de plus en plus de galeries aussi qui veulent faire un travail de second marché, Ouais. parce que c'est aussi une partie du métier qui est assez lucrative et qui permet de financer quelque chose de Du plus primo, émergent, ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire revendre des artistes qu'on n'a plus et qui sont aujourd'hui très cotés sur le marché. Je connais quelques galeristes qui font ça ici, notamment à Paris. Et ça permet effectivement de faire tenir l'économie de la galerie et de développer d'investir plein de un projets, peu. d'investir exactement. Exactement, Je pense qu'effectivement aujourd'hui on mélange de plus en plus les choses et ça va s'accélérer. Et ce qui s'est passé pendant le confinement où on a tous eu une accélération complète de notre vision des choses, aussi bien sur tout le travail digital, le marketing. En un an, on a fait certainement plus d'évolution je dirais qu'en 15 ans auparavant. C'est assez fou. Il m'est venu, je ne suis pas du tout issu de cet univers, ce qui fait que quand je l'ai rencontré et découvert, ça a été une vraie rencontre, c'est le moment de le dire. C'est pendant que mes études pour devenir commissaire-priseur, avant de passer l'examen d'accès, j'ai passé plusieurs sessions juste à côté d'ici, aux Galeries nationales du Grand Palais. J'ai fait de la surveillance dans les salles, c'était vraiment intéressant, parfois dur, moment de solitude. Mais ce qui était intéressant à l'époque, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'il y avait des vacataires et il y avait des artistes, des critiques d'art, des gens qui venaient un peu de tous les milieux qui faisaient ces vacations-là. Et il se trouve que le premier jour où j'y étais, j'ai rencontré un artiste urbain et on a tout de suite accroché et on a commencé à échanger en fait sur nos secteurs. Et en fait, c'est de là qu'a commencé vraiment cette idée en me disant un jour je ferai se rencontrer ce métier que je veux faire du second marché, de commissaire-priseur, avec ce secteur sur lequel, dans le monde des ventes aux enchères, il n'y avait rien. Ouais. Il y avait quelques pièces qui passaient depuis les années 80, mais de façon éparpillée dans des ventes. Il n'y avait pas quelque chose de structuré avec des ventes thématiques présentées en tant que telles sur toutes les cultures, graffiti, post-graffiti, et après tout ce qu'on a appelé, alors moi ce terme que j'aime pas qui est street art, parce qu'il a été trop mis un peu à tous les râteliers et beaucoup de gens se disent ça c'est une démarche street alors qu'ils n'ont jamais été peut-être se confronter à la rue une seule fois. Donc c'est plutôt, j'ai utilisé ce terme d'urban pour le lier au monde de urban contemporary, pour le lier au monde de l'art contemporain et montrer que ce domaine n'était pas quelque chose d'à part, mais était une composante et un domaine de la création contemporaine. Et j'avais ça en tête et pendant plusieurs années j'y pensais et un jour, à l'été 2006, on nous a proposé un fonds de collection. Et le fait de m'y intéresser, je connaissais les noms des artistes qui étaient dans cette collection, qui avaient très peu de cotes à cette époque-là. Et pourtant, c'est des noms qui sont connus aujourd'hui, comme le loup blanc sur le marché. Futura 2000, John One, Crash, c'est des très gros noms du monde du graffiti, du writing. Et donc, on les a mis dans une vente. J'ai intitulé ce petit chapitre en octobre 2006. Je l'ai fait ressortir dans un catalogue d'art contemporain. Et en fait, il y a des gens qui sont venus spécialement pour ça, parce qu'ils suivaient ces mouvements. Et en fait, tout a fonctionné dès le départ. C'est ça qui a été assez fou. Et peut-être que les gens attendaient que le déclic, ça a été un peu comme l'allumette qu'on craque, ça a développé des choses. Et comme ça a marché, dès le lendemain, il y a des gens qui vous appellent en disant « j'ai des œuvres de l'artiste que vous avez vendues hier ». Et les choses sont lancées. C'était des galops d'essai, les deux premières ventes. Le deuxième, c'était en juin 2007. Et on a commencé à vendre des œuvres à plus de 20 000 euros, ce qui était énorme dans ce milieu-là. On partait de très très loin. Et aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé. Le marché a évolué, des artistes ont explosé sur la scène. Moi, je me souviens à l'époque, Invader, mon premier Invader qu'on a passé ici, il était estimé 600 euros. Il n'y a pas eu une enchère dessus. Il a été revendu, hop, il est reparti chez son propriétaire. Aujourd'hui, moi j'ai fait des inconcevable qui repartent. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai vendu des Invaders à 300, 400 000 euros. Ça s'est mis en quelques années en fait. C'est assez. C'est assez jouissif en fait de se dire aussi qu'on a connu l'époque où tout ça c'était un peu plus dur. Voilà, et c'était plus difficile, c'était un peu les prémices, et puis des collaborations. Moi, ici, on a fait par exemple une collaboration avec JR.
Ah, génial. On a fait la sortie du livre Face to Face avec JR. JR avait fait une installation ici au rez-de-chaussée de l'hôtel d'Assaut sur ce projet Face to Face, donc sur le mur israélo-palestinien. Il avait collé ses photos ici dans une pièce de l'hôtel d'Assaut. Il y avait la vidéo, il y avait la sortie du livre et on a fait une vente aux enchères qui était une vente caritative avec une trentaine d'œuvres de JR à l'époque. C'était en 2007, donc ça remonte. Et on a eu la chance de collaborer avec JR ici chez Arcurial. Alors donc, que ce n'était pas encore voilà. le JR qu'on connaît. Aujourd'hui, c'est une c'est star planétaire et qui fait ses propres projets caritatifs et autres. Mais c'était vraiment intéressant de pouvoir créer, de pouvoir côtoyer des artistes qui étaient un peu pas au début de leur parcours, mais plutôt dans les premières années en fait. Récent en fait, mais en tout cas, alors ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas dans mon secteur, parce que moi j'ai récupéré aussi le monde de la bande dessinée. Ah, ça c'est d'accord, intéressant ouais, ça. C'est un domaine aussi que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la chance, il y a très peu de temps, c'était le 14 janvier, de vendre la pièce qui a fait le plus cher aujourd'hui, le record du monde d'une pièce de bande dessinée, qui était la couverture du Lotus Bleu. Ah, j'en ai entendu parler. Elle a fait beaucoup couler d'encre, elle a fait le tour de la planète du monde de la bande dessinée. Et j'ai eu la chance, comme ça, effectivement, de pouvoir participer. la vendre. J'étais sur CNN et tout ça, ça a été relayé un peu partout. Il y a eu celle-ci et qui était aussi une belle expérience. Et puis, on avait bien préparé la chose parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enjeux autour de cette pièce. Donc, il y a toujours un peu de stress. Et l'enchère a été super, quoi. Ça a été un joli moment que j'ai animé comme j'avais prévu de le faire, en restant bien sur mon droit chemin. Il y a des acheteurs qui ont leur petite mimique, qui ne veulent pas qu'on les voit, qui sont quand même dans la salle. Alors parfois ils sont dans la salle, au téléphone, avec un collaborateur, mais cachés quelque part, ils se promènent dans le bâtiment pour pas qu'on les repère. Et il y en a d'autres, ils ont des mimiques. Donc la mimique, ça va être les lunettes. Comme qu'il a les lunettes, hop, c'est qu'il continue à enchérir. Après, il les enlève, c'est terminé. Donc ça, ça évidemment, c'est avec des gens tu connais bien, c'est ça. Qu'on connaît particulièrement bien et qui ont la technique du crayon comme ça. Il y en a plein des choses, des petites. Ça, c'est les petits secrets du marché. Parce que souvent, en fait, dans les salles, les gens se connaissent. Parfois, ils font la petite guéguerre entre eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus grosses transactions, ils se font au téléphone à travers nos collaborateurs. Comme ça, on sait pas nos plus gros acheteurs ne sont jamais dans les salles. Et il y en a quand même quelques-uns qui aiment être présents et ils essaient de trouver des astuces pour ne pas être trop visibles. Alors, c'est le petit moment où on va faire le petit disclaimer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous sommes adultes, nous faisons ça de façon consentante. On t'a appelé tout à l'heure, on t'a demandé ce que tu souhaitais boire avec nous. Tu nous as dit un petit Saint-Chinien, c'est ça un chenin. Un chenin, un petit chenin. Il a dit blanc, un cépage Loire, qui est beaucoup utilisé dans les blancs de Loire. Et moi, je les ai découverts il y a quelques années. J'ai développé une passion pour ces vins où beaucoup de producteurs ou de vignerons travaillent en biodynamie, en vin naturel. Et il y a des choses fascinantes qu'on découvre sans arrêt. Et la Loire, c'est vrai que j'ai passé mon enfance génial. Du côté de la vallée de la Loire. À quel endroit? À Orléans, exactement. Orléans. Et donc, c'est un grand classique de faire le tour de tous les châteaux de la Loire. Je l'ai fait aussi avec mes parents. J'étais encore trop jeune pour faire tout le tour des vignerons. Aujourd'hui, je le ferais bien ça. Nous, on avait fait avec mes parents en péniche, tu vois. C'est un domaine, très bien. Un endroit formidable. Bien sûr, évidemment, le marché aujourd'hui est extrêmement spéculatif. Ça serait se mettre un voile sur la tête ou sur la face de vouloir dire le contraire. Ce qui ne veut pas dire, moi je n'ai pas d'avis sur la question, c'est bien, c'est moins bien. Ça fait partie du jeu. Toi, tu fais ton métier. Toi. On est là, ça fait partie du jeu. Ça n'empêche pas qu'on rencontre quand même beaucoup de gens qui sont des vrais passionnés et qui veulent constituer des collections. Alors, c'est vrai que moi, je résume un peu les choses actuellement et il y a beaucoup d'acheteurs aujourd'hui, peut-être un peu moins de collectionneurs.
C'est vrai que Ah, moi, j'aime- d'accord. Ah. Ah, Voilà. voilà. Donc Il y a on rentre ça. dans la Bien catégorisation. Il y a un petit peu de ça. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui sont là pour faire des actes d'achat. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a aussi, comme tout ça, le nombre de personnes qui achètent des œuvres d'art s'est étendu, il y a aussi beaucoup de collectionneurs, mais peut-être en pourcentage un peu moins qu'avant. D'accord. Mais moi, j'ai une passion pour les collectionneurs, les gens qui sont aussi capables De suivre un artiste. de suivre un artiste, d'acheter des choses qui ne sont pas sur le devant du marché. C'est les meilleurs collectionneurs Ouais. souvent. Se faire un petit plaisir ouais. comme ça. Dans les Bah, ventes, il y a la des preuve. choses. On commence avec des pièces. Comme qui tu sont disais pas tout à l'heure, à forcément 100, chères. à 100 euros. Simplement, il faut venir voir, il faut avoir la curiosité, il faut aimer la pièce. Puis on verra bien ce qui se passe après. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce domaine, c'est qu'on n'est pas forcément là que pour faire de la spéculation, même si la spéculation, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. À partir du moment où il y a qui dit marché, dit évidemment il y a un jeu spéculatif parce que tout le monde se dit tiens, je vais peut-être gagner de l'argent là-dessus. J'avoue que je suis heureux d'avoir eu cette vocation de ce métier, de ce Bah, tu milieu. l'as eu surtout hyper jeune, apparemment. Oui, mais Ah, c'est bien. pour moi, c'est une chance. Ouais. Je C'est souhaite bien, à c'est- tout le monde De vivre de sa passion. Oui, et non, surtout d'avoir une vocation. Je pense que par exemple, j'aurais pas pu. La partie droit, c'était pas ma partie. Moi, c'est vraiment le monde de l'art plutôt. C'était l'autre versant du métier. Et si j'avais pas eu cette vocation, peut-être que j'aurais craqué au moment où je faisais mes études de droit. Ah ouais. Et c'est ça qui m'a fait tenir en fait. Et franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir cette vocation pour un métier et de pouvoir le développer. Moi, j'ai eu cette chance et j'ai eu la chance de pouvoir créer la chose que je voulais créer ici avec ces cultures urbaines et toutes les belles rencontres que j'ai faites depuis 18 ans maintenant. Bah super, super. Je trouve que c'est un beau mot de fin. Ouais. C'est un beau mot de fin. La On arrive- passion, je crois qu'on est dans un domaine, l'art au sens large. Le marché, effectivement, il est important et ça, on ne le dira pas. Mais il y a toute la passion qui est derrière et je crois que Voilà, bien, voilà. on en a partagé des moments de Ah bah, passion. c'est quoi. quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on continue. d'accord, on continue. Alors, on va- ce joli verre de blanc. On va Ah oui. trinquer. Écoute Arnaud, on arrive à la fin de ce petit live. C'était un plaisir de Ouais, passer ce merci moment. Bah, beaucoup. merci vraiment. C'est toujours un de plaisir tout. d'échanger avec toi. Merci de nous avoir accueillis ici, dans ton lieu de travail. Voilà, et puis si vous voulez venir vous amuser à Vous partir pouvez de demain, venir à 11 heures, partir de demain, c'est ça? ouais, 11h, 11 demain, heures. 11h, 18h, samedi et lundi. Voilà. Et on mettra en plus de la musique. C'est super. ouais, Putain, avec notre génial. jukebox formidable, là, le Génial. Mother of Plastic. Le Mother of Ah ouais. Plastic est au fond, on pourra mettre de la musique. Écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir. Merci Arnaud de nous avoir proposé ce super live. Allez, Allez. chin, Merci Camille. chin. Merci Pour la Romain. Pour la technique. Les amis de YouTube, On se voit on pense la à semaine vous, hein. prochaine. on pense à vous les amis de YouTube. N'oubliez pas un petit abonnement, un petit like. Pour nous, ça nous permet de produire des émissions de qualité. Vous avez bien vu qu'on a encore quelques soucis. Donc on compte sur vous pour pouvoir mettre un petit abonnement, un petit like. Pour les amis de Twitch, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure. On vous garde une petite surprise. Donc restez connectés, suivez-nous sur nos réseaux. Vous verrez, ce sera top. Et on vous souhaite une belle soirée et on vous fait des bisous. On vous aime. Ciao, ciao. À bientôt les amis.